Bonsoir, nous sommes le jeudi 10 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal, comme chaque jour. Votre actualité locale, accompagnée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Les jouets que les enfants attendent au pied du sapin, nous verrons les tendances de cette année. La Reine des Neiges et Star Wars devraient être sans trop de surprise en tête des ventes dans les magasins de jouets. Et Noël, c'est avant tout l'occasion d'exprimer sa solidarité. Au château de Versailles vient de se tenir l'opération Tous en fête avec la Croix-Rouge. Nous reviendrons sur cet événement. Et puis on se focus sur la prochaine saison des Cougars. L'équipe de baseball de Montigny-le-Bretonneux recrute pour son équipe senior. Nous en parlerons dans la chronique. Enfin, si vous êtes un habitué de la ligne N qui relie notamment Rambouillet à Paris-Montparnasse, vous avez peut-être rencontré des difficultés depuis lundi. Ces difficultés sont liées à un mouvement social des conducteurs de la ligne. Les grévistes sont en désaccord avec le changement de service prévu par la direction pour l'année 2016. Une réorganisation qui prévoit la mise en service de nouvelles rames sur la région de Paris-Montparnasse, nécessitant une intensification des journées de travail des conducteurs. Axel Persson, délégué CGT de Versailles et conducteur de la ligne N, s'est exprimé sur ce sujet. On l'écoute. Le service de la ligne U va être intensifié, on va dire. Il va y avoir plus de trains. Par contre, la direction met plus de trains en circulation, mais pour partir plus de conducteurs. Donc ça veut dire que pour assurer une charge de travail supplémentaire avec le même nombre de conducteurs, chaque conducteur devra conduire plus de trains qu'avant, à salaire égal. Donc oui, c'est une dégradation évidente de nos conditions de travail, ce qui n'est pas ensuite sans poser de problème évidemment sur notre capacité à être vigilant sur la ligne, d'autant plus qu'en interne, cette ligne est connue pour être particulièrement accidentogène en raison justement du rythme de travail qui est déjà assez élevé sur cette ligne. Et le mouvement social a été reconduit jusqu'à demain minimum. Des perturbations sont à prévoir, il faudra donc s'organiser. J-14, si les lettres au Père Noël ne sont pas encore envoyées, il va falloir se dépêcher. Alors, quels seront les jouets stars qui remporteront le plus de succès cette année? Mélanie Poquet fait le point sur les tendances Noël de 2015. Ce n'est pas vraiment une surprise cette année. Les cadeaux les plus prisés, ce seront les produits dérivés des licences, entendez, inspirés des films et séries à succès. Je pense qu'elle aime bien regarder Violetta et puis du coup je regarde pour elle. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort en Lego Star Wars. Et puis j'en ai un plus petit qui demande plutôt des autocollants ou des petits personnages Playmobil. Parce que l'actualité est toute trouvée, c'est Star Wars qui devrait rafler la mise. Des jouets qui attirent les petits mais aussi les grands enfants. There are stories about what happened. La tendance 2015, Star Wars. L'incontournable monde magique et stratégique Star Wars. Donc le film sortira le 16 décembre. Donc Star Wars, vous allez retrouver les produits sous différents dérivés. Vous avez aussi des talkie-walkie, vous avez des patinettes, vous avez tout ce qui est jeux de construction. Et depuis 2 ans, celle qui continue à être demandée par les petits Français, c'est elle. Elsa, accompagnée de sa sœur Anna, se décline cette année encore sous toutes les formes. Ateliers de création, coffrets, poupées et bien d'autres encore. En 2014, les Français avaient prévu un budget moyen de 300 € pour leurs cadeaux, de quoi offrir des jeux vidéo et jeux connectés, encore de la partie pour 2015. Et parce que les plus jeunes recopient souvent les plus grands, la mode du selfie s'invite cette année pour Noël, et les plus petits ne seront pas oubliés. Peluches et jouets favorisant l'éveil seront sans doute très présents au pied du sapin, de quoi donner beaucoup de travail au Père Noël. Et solidarité à présent avec le Secours populaire français qui a lancé son opération Père Noël vert. Comme chaque année, toute la journée d'hier, l'antenne de la Verrière était à la maison de quartier du Bois de l'Étang pour proposer jouets et vêtements donnés par plusieurs grands magasins. L'objectif de l'opération, revendre ces jouets à des prix cassés afin de collecter des fonds qui permettront de financer des activités pour les bénéficiaires du Secours populaire. Écoutez. Nous collectons des jouets toute l'année, nous les trions. Nous récupérons aussi des jouets neufs dans certains magasins. C'est ouvert à tout le monde. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des moyens plus limités, qui ne viennent pas dans nos antennes comme bénéficiaires, mais qui ont besoin aussi de profiter de ces cadeaux à petit prix. La récolte de fonds permet au Secours populaire d'intervenir dans les vacances. C'est pour aider au fait le Secours populaire à ramasser un petit peu d'argent. Et nous, ça nous fait profiter aussi d'acheter des jouets pour Noël pour les enfants. Et à noter que 800 € ont pu être récoltés avec plus de 400 jouets vendus. Une nouvelle vente sera organisée lundi à l'antenne du Secours populaire de la Verrière avec les jouets restants.
Et justement, pour vivre Noël un peu avant l'heure, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines organise ce week-end un week-end spécial Noël. Pour nous en parler, avec nous ce soir, Juliette Desvaux en charge des événements culturels. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors c'est la deuxième édition cette année donc, du Noël qui va se passer au Vélodrome. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? Il paraît que le Père Noël vient justement aussi. Oui, le Père Noël sera là aussi. Donc ce qu'on propose cette année au grand public de Saint-Quentin en Yvelines, c'est un événement très familial en fait. On va installer sur l'aire centrale de nombreuses activités pour les enfants, pour les 3-14 ans. Donc c'est des structures gonflables, c'est du baby-foot humain, c'est du laser game, c'est des ateliers créatifs. Donc on va apprendre aux enfants comment fabriquer des boules de Noël par exemple. C'est des activités autour de la piste, c'est pour permettre aux plus petits aussi de faire du vélo sur notre piste olympique. Il y a des activités autour du vélo. Exactement, donc ça c'est la Drésienne. On propose aussi un goûter de Noël, donc des crêpes, des beignets, etc. La Drésienne, c'est une sorte de vélo? Oui, c'est un tout petit vélo pour que les enfants apprennent en fait. Il y a aussi pas mal d'événements autour de la danse donc, ce week-end. Oui, on a souhaité mettre en lumière la danse et les associations du territoire. Donc les 3B, Nouvelle Génération, vont venir faire une démonstration de hip-hop. On aura aussi un présentateur de la chaîne Gulli qui viendra faire une chorégraphie pour les enfants. Et enfin, on a de la Zumba pareil pour les enfants, Zumba Kid. D'accord, alors c'est destiné à tous les enfants, il y a plutôt certains âges qui sont ciblés On cible principalement les 3-12 ans. Mais comme je répète, c'est un événement familial, donc les parents aussi pourront s'amuser avec leurs enfants à travers la Zumba, à travers le baby-foot géant, laser game. C'est vraiment participatif. Alors ça commençait de quelle heure à quelle heure, un petit peu le programme, si on veut venir le matin, qu'est-ce qu'il y a Ouais. Alors c'est 2 sessions par après-midi, donc samedi et dimanche. C'est des sessions de 2h30. La première commence à 13h et la seconde commence à 16h30. On peut s'inscrire en ligne via notre site internet ou bien acheter les billets sur place. Alors c'est 15 € pour les enfants, ça fait quand même une certaine somme. Si on vient avec 2 parents et 2 enfants, ça revient quand même à 100 €. C'est un petit peu cher peut-être pour ceux qui viennent venir. C'est pour ça qu'on a mis en place des passes famille. Donc en fait ça revient à 10 € par personne pour vraiment accéder à une multitude d'activités. D'accord, et si justement vous attendez combien de personnes sur tout le week-end? On attend 500 personnes par session, à peu près, je pense qu'on va atteindre l'objectif. D'accord, et comment vous avez fait pour faire venir le Père Noël? Vous avez un petit secret J'ai un petit secret que je vais garder pour moi. Que vous gardez pour vous. Bien, merci beaucoup Juliette. Alors n'oubliez pas, le Noël au Vélodrome, c'est ce week-end. Ne ratez pas l'événement qui va accueillir justement le Père Noël, c'est vraiment à ne pas rater. Et pour que Noël n'oublie personne, c'était le slogan qu'arborait le château de Versailles hier, qui accueillait la 4e année consécutive l'opération Tous en Fête. Organisée par la Croix-Rouge française avec le soutien de la fondation d'entreprise FDJ, cet événement a permis à 200 bénéficiaires de la Croix-Rouge de visiter le château de Versailles avec un parcours privilégié pour l'occasion. Au programme, goûter, spectacles, d'immersion et visites guidées des grands appartements pour un public qui découvrait les lieux pour la première fois. Un reportage signé William L. Alors, si tu vois le roi, il faudra le saluer comme cela. Oui, tu es charmant. Pour ces spectateurs, c'est une première. Bénéficiaires de la Croix-Rouge, l'opération Tous en Fête leur a permis mercredi de visiter le château de Versailles. Une visite particulière puisqu'immersive grâce aux 4 comédiens d'improvisation qui jalonnaient chaque étape de leur passage. Bonjour monsieur, veuillez entrer. Il doit faire vivre un personnage, donc faire sentir une époque et en même temps être accessible au public, mais dans une grande qualité. Donc accessible, ça veut dire bien se faire comprendre du public et dans un jeu dynamique. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste qui doit aussi mettre en valeur les lieux et les tableaux. Des tableaux utilisés comme support narratif. Un majordome, un journaliste, un chanteur d'opéra et la fille de Louis-Philippe. Voilà les 4 personnages qui font vivre aux spectateurs l'inauguration du musée de l'histoire de France. Par mon père, le roi Louis-Philippe. Sur ces journées-là, avec l'événementiel, on a la possibilité de mettre en place des moyens un peu décalés de découvrir les lieux, donc peut-être plus accessibles qu'une visite libre ou qu'une visite conférence. Donc là, on a quelque chose de décalé, donc plus accessible. Donc en effet, on leur donne la possibilité de venir voir des choses qu'ils n'auraient pas vues autrement. Ils étaient dans le rôle des personnages et qu'ils étaient marrants et voilà. Ils ont bien fait leur travail, leur personnage et ils ont bien présenté. Ça te donne envie de revenir, toi ? Oui. Après le spectacle, des jeux, un goûter et une visite des grands appartements étaient organisés.
Un événement qui n'aurait pas pu voir le jour sans la Fondation d'entreprise française des Jeux et la Croix-Rouge et qui a permis l'espace d'une journée de faire briller les lumières du château dans les yeux des participants. Et nous allons à présent du côté de Trappes. L'association Trappes Action Solidaire multiplie ses actions. Je le rappelle, l'association est née en septembre 2015. Elle regroupe aujourd'hui une vingtaine de bénévoles. Elle a organisé ce samedi 6 décembre un vide dressing dans la salle Gravo à Trappes. Les articles neufs ou en très bon état étaient vendus à une somme dérisoire pour aider les familles. Les bénéfices de la vente vont directement aux familles démunies et aux parents isolés dans le besoin et qui habitent à Trappes, comme nous l'explique Moustapha Benlassem, le président de l'association. Le but, c'est en premier plan, c'est d'avoir des fonds pour qu'on puisse entamer la période hivernale comme il se doit. Et aussi, le but, c'est aussi de vendre des vêtements de bonne qualité à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire à 1 euro symbolique. Et nous accueillons à présent notre deuxième invité. Bonsoir à vous, Marc Basquiat, et merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le président de l'association pour un revenu d'existence. Alors l'association existe depuis plus de 20 ans et une antenne vient justement de s'ouvrir dans les Yvelines, à Versailles. Vous êtes donc un spécialiste de la question car vous avez soutenu une thèse de doctorat en économie justement sur le revenu de base. Alors pourquoi parle-t-on du revenu de base en ce moment? Car la Finlande envisage de mettre en place donc ce dispositif, c'est-à-dire 800 € pour tous ses habitants en remplacement de toutes les allocations allouées et versées par l'État. Alors la proposition finale ne sera pas présentée par le gouvernement avant novembre 2016. Même si cette expérience est menée à son terme, le pays nordique serait le premier à se lancer au niveau national dans la réalisation effective de cette idée. Alors le revenu de base, c'est en somme, voilà, c'est une somme pour tout le monde qui remplacerait justement les allocations versées par l'État, toutes les aides. Alors là-dessus, il faut toujours se méfier un petit peu de la simplicité, c'est que il s'agit effectivement de donner un revenu identique à toute personne dans une communauté nationale, donc tous les adultes en général, souvent un montant peut-être différent pour les enfants. Et dans cette démarche-là, effectivement, on est dans une démarche inconditionnelle. C'est-à-dire que chacun a droit à ce revenu et on le distribue à tout le monde. Alors que ce soit les plus riches ou les plus pauvres, c'est pour tout le monde. Mais par contre, la fiscalité est bien entendu différente. Quelqu'un qui n'a pas de revenus ne paiera pas d'impôt. Quelqu'un qui a des revenus élevés, évidemment, va cotiser beaucoup plus. Donc la justice fiscale est le point important, mais ensuite, le fait que chacun ait de quoi subsister, c'est cela qu'on va assurer à tout le monde. Alors là, sans distinction. C'est une idée que peut-être certaines personnes ne connaissent pas, pourtant elle existe depuis très longtemps. Le premier écrit que l'on connaisse là-dessus, c'est 1795, Thomas Paine. Donc ça fait plus de 2 siècles, mais néanmoins, l'idée a beaucoup évolué, s'est enrichie, a progressé. Et aujourd'hui, typiquement, là, je suis venu avec un petit bouquin, un livre que j'ai signé au début de l'année, Libère, un revenu liberté pour tous, qui décrit comment cela pourrait fonctionner en France, je dirais, en 2015. Et évidemment, c'est un mécanisme qui est fiscal. Et donc là, l'argent qu'on distribue sera distribué sous forme d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire distribué à chacun sous forme fiscale. Et la fiscalité assure justement la redistribution de manière naturelle. Alors comment cela s'organiserait un petit peu si voilà, ce revenu existait arrivant en France aujourd'hui? Comment ça pourrait s'organiser? Déjà, c'est quelque chose qui se substitue à toute la complexité actuelle. La première complexité aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu avec l'impôt sur le revenu avec des tranches, avec des exonérations, des cautions familiales, cautions conjugales, enfin, beaucoup de choses compliquées. L'idée, c'est qu'on remplace tout ça, donc on élimine tout ça. Ensuite, il y avait le RSA. Le RSA, qui effectivement est une complexité également, avec des déclarations, des démarches à renouveler tous les 3 mois, et ainsi de suite. C'est compliqué. Donc là, pareil. L'allocation pour les enfants aussi, la caution familiale, tous ces mécanismes qui sont devenus très compliqués au fil du temps, qui étaient au départ simples, qui sont devenus compliqués, pareil, on leur remplace. Donc les bénéfices, c'est une simplification administrative? Simplification majeure. Et surtout, et c'est encore plus important, c'est que pour chaque citoyen sait exactement où il en est. Alors qu'aujourd'hui, chacun peut faire le constat qu'il ne sait pas très bien ce à quoi il a le droit, parce que c'est trop compliqué. Donc il dépend de calculs avec des mécanismes qu'on ne maîtrise pas bien. Et ça, c'est ce sur quoi nous positionnons. Voilà. Simplicité. Alors voilà, il y a un des avantages, donc c'est la simplicité. Forcément, il y a un gain d'argent aussi pour tout le monde. Il y a aussi d'autres choses qui changeraient un petit peu la société dans sa totalité. On parle notamment d'une action sur le chômage également. Alors sur le chômage, l'idée, d'ailleurs j'entendais Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie encore hier à la radio, qui disait il faut arrêter de vouloir protéger l'emploi, il faut protéger les personnes. Parce qu'une fois que les personnes sont, je dirais, debout avec les moyens de vivre, elles peuvent être actives et donc du coup faire preuve d'initiative, faire ce qu'il faut pour pouvoir s'insérer dans la société de manière je dirais, digne. Alors qu'aujourd'hui, on a tellement de mécanismes variés que les gens ils sont un petit peu prisonniers de différents mécanismes. Et c'est un peu ça qu'il faut arrêter. Donc on ne peut pas forcer les gens à prendre un emploi, il faut plutôt les
leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent choisir de faire telle ou telle activité. C'est ça qui est important, le choix réel des personnes, la liberté réelle des personnes. Est-ce que ce serait vraiment un vrai moyen de faire des économies, par exemple, pour les gouvernements ? Alors, la question des économies, on peut dire qu'il y a des économies de gestion, parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour administrer quelque chose de compliqué, forcément, ce n'est pas efficace d'un point de vue. Voilà. Bon, ce n'est pas le sujet majeur. Peut-être qu'il y a quelques économies, ok, mais ce n'est pas le sujet majeur. L'idée, c'est vraiment que les personnes soient toutes en position de pouvoir faire des choix réels de manière active, avec une vraie liberté. C'est ça le sujet majeur. Ensuite, selon le montant, si on choisit effectivement un montant extrêmement élevé, évidemment, ça va coûter très cher, donc ça, c'est pas viable. Si on fait un montant très bas, ça va pas être motivant, donc c'est pas bon non plus. Voilà, donc il faut juger le niveau qui a du sens. Tel que j'ai travaillé là-dessus, voilà, c'est le niveau du RSA. Ceux qui ont écrit là-dessus dans d'autres moments, dans d'autres endroits, j'ai un bouquin sur un livre très intéressant de l'actuel ministre de l'Éducation du Québec, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là il y a quelques années, voilà, François Blais, qui parle de ça également. À chaque pays, il y a une démarche à faire. Les Finlandais, qui travaillent sur la question, ont commencé un processus de réflexion. Ils ont commencé le 5 décembre, c'était la première réunion. Ils vont continuer jusqu'au 15 novembre l'année prochaine. Voilà, il y a une année de travail pour définir vraiment les paramètres, parce que malgré la simplicité, c'est en réalité très compliqué de faire simple dans un pays comme la France ou comme la Finlande. C'est la complexité qui fait que les gouvernements sont peut-être un petit peu réticents à cette idée de revenu de base ? Les gouvernements sont réticents. Beaucoup de politiques que nous rencontrons sont intéressés, parce qu'ils voient effectivement l'intérêt d'avoir une vision claire, d'avoir quelque chose qui fait du sens, donc ils adhèrent à ça. Par contre, la mise en place concrète, quand il s'agit de passer à l'acte, le premier frein, c'est qui sont les perdants ? Parce que des gens qui gagnent, ça c'est très bien, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des gagnants, mais du fait qu'il y ait des personnes qui éventuellement seraient moins favorisées que dans le système actuel, ça pose une difficulté, même si c'est légitime. Je crois qu'il faut oser dire que parfois, les personnes aujourd'hui, pour les raisons X ou Y, ont peut-être des avantages qui sont peut-être un peu disproportionnés par rapport aux autres. Mais est-ce que c'est légitime ? On ne sait pas. Donc ça, voilà. Donc, ce sont des questions difficiles pour un politique, c'est forcément difficile. Alors, est-ce que, en Finlande, donc, on réfléchit à cette idée, mais la Finlande accueille 6 millions d'habitants. En France, on est à 10 fois plus. Est-ce que ce serait possible un tel dispositif en France ? Ce dispositif, par essence, est applicable absolument partout. Absolument partout. Et il a été étudié en Inde, il a été étudié en Namibie, il a été étudié aux États-Unis, il a été étudié au Canada, au Brésil, au Japon. Voilà, c'est un sujet qui intéresse absolument tout le monde et tous les pays auront sa manière de le faire. Il ne faut pas croire que c'est une solution qui va s'imposer de manière identique partout. Non, le concept est identique, mais la déclinaison concrète dans un pays demande une étude particulière qui ne peut se faire que pays par pays. Et c'est vraiment à ça que chacun travaille. Moi, je fais partie d'un réseau international qui s'appelle le Basic Income Earth Network. Et donc, nous avons des promoteurs de cette idée dans tous les pays qui tous travaillent sur les solutions locales à leur pays. Est-ce qu'il y a des politiques en France qui portent cette idée, justement, de revenu de base ? Alors, les politiques, il y en a de tous les côtés. Les écologistes, récemment, ont voté en faveur de cette mesure. Quelqu'un qu'on connaît bien dans les Yvelines, qui est Christine Boutin, s'est engagée depuis longtemps sur ce sujet-là, depuis plus de 10 ans. Nous avons également des personnes au niveau du Parti socialiste qui s'intéressent également, mais qui nous travaillons actuellement. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est vraiment transparti, qui intéresse tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons monté notre association locale du mouvement français pour un revenu de base dans les Yvelines, tout récemment, justement pour essayer de faire venir des personnes qui, quelle que soit leur tendance politique, aient envie de partager sur ce concept-là. Et dans ce groupe, nous sommes effectivement très variés, mais nous travaillons ensemble parce que, effectivement, nous pensons qu'un sujet comme ça ne pourra avancer que par un intérêt bien compris de tous les partis. Hier, 9 décembre, a été votée à l'Assemblée une mesure à l'unanimité. Donc, droite et gauche ont voté la même mesure, qui est le projet de loi de Laurent Grandguillaume sur territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une idée que nous connaissons bien le fondateur de cette idée-là, que nous avons rencontré également dans nos associations. Voilà. Donc, et c'est un sujet qui est arrivé à l'unanimité. Le revenu de base, comme le RMI en 88, sera voté un jour, je ne sais pas quand, à l'unanimité. C'est vraiment notre objectif. Eh bien, merci beaucoup Marc de Basquiat d'être venu sur notre plateau nous avoir expliqué tout sur le revenu de base. Alors, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.revenudebase.info. Il s'affiche en bas de votre écran et le local est à Versailles. Vous y retrouvez toutes les informations. Merci à vous.
Et juste après les attentats de Paris du 13 novembre qui ont coûté la vie à 130 personnes, Éric Granon, un poète morpasien, a écrit un poème inspiré de l'émotion ressentie lors des événements. Mis en musique par le groupe Chrysalide auquel appartient Éric Granon, le poème s'adresse au président de la République. On regarde un extrait avant d'écouter justement l'artiste Éric Granon. Monsieur le Président, apportez-nous un peu de soleil. Parce qu'en ce moment, les terroristes sont sortis de leur sommeil. Alors, Monsieur le Président, apportez-nous un peu de soleil. Sous le coup de l'émotion, je l'ai écrit en 10 minutes, ce poème, et il est né comme ça. Voilà. Le président nous a répondu 2 jours après que je lui ai écrit, parce que je lui ai envoyé le poème par écrit le 25 novembre, et il m'a répondu le 27 novembre, et il m'a dit qu'il était sensible à ma démarche. Voilà. Et comme chaque jeudi, vous en avez maintenant l'habitude, c'est votre rendez-vous, la chronique sport avec Mickaël Elmidero. Bonsoir à Mickaël. Bonsoir Florane. Aujourd'hui, nous allons parler baseball. Coup de projecteur sur les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. L'équipe senior a terminé son championnat en septembre et elle reprendra la compétition au mois d'avril. Pour cette nouvelle saison, les Cougars recrutent. Pour nous parler du club, nous recevons sur ce plateau le coach de l'équipe senior des Cougars. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette campagne de recrutement, ça a débuté. À quel poste voulez-vous recruter cette saison? Alors le principal poste, ce sera le poste de lanceur. C'est le poste clé au baseball, donc c'est ce poste-là qui nous intéresse. Et ce sont du coup des postes clés qui vous ont peut-être manqué la saison dernière pour postuler à une place en première division? Pas forcément l'année dernière. C'est pas à ce poste-là qu'on a eu des soucis. Ouais. À quel poste du coup? Plutôt au niveau de la frappe. Mais on va corriger ça cet hiver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer l'équipe? Est-ce qu'il faut être un joueur hors pair pour intégrer l'équipe 1? Sur la deuxième division, il n'y a pas forcément besoin d'être un joueur hors pair, mais il faut avoir des bonnes qualités athlétiques quand même. Et sinon, il y a d'autres équipes, des équipes de jeunes également qu'on peut intégrer? Alors, il y a les jeunes qu'on essaie d'intégrer. Cette année, c'est un peu plus difficile. On se concentre plus sur des anciens. Et quelle qualité, du coup, doit-on avoir pour jouer au baseball? Expliquez-nous tout. Déjà, il faut avoir une bonne qualité physique générale, un bon bras, être rapide et être assez coordonné. Et c'est donné à tout le monde? C'est donné à tout le monde. Ouais. C'est donné à tout le monde. Et vous intégrez les nouvelles recrues comment? Comment vous les intégrez, ces nouvelles recrues? Alors, ça va dépendre. Si c'est des joueurs qu'on va faire jouer avec nous en équipe 1, on va les intégrer directement dans la première équipe. Ou sinon, on va les faire passer par les équipes 2 ou équipe 3. Et il y a des stages qui sont organisés peut-être avant pour créer une certaine cohésion d'équipe? Si, on va essayer de faire ça cette année. On va essayer de faire un stage sur Mars, juste avant la saison. Voilà, pour un petit peu... À l'étranger ou en France? En France. En France. Et l'équipe se forme du coup entre cette période-là, en fait, c'est la période de décembre, et la période d'avril? Entre novembre et mars, ouais. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une cohésion d'équipe, ce qui est primordial en baseball. Non, mais c'est comme dans tous les sports collectifs, il faut vraiment justement créer cette cohésion d'équipe pour arriver justement au bout du championnat. Ouais. Et il y a des joueurs qui ont déjà été recrutés cette saison pour la saison prochaine? On a 8 nouveaux joueurs, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on est 9 sur le terrain. Donc on a doublé tous les postes, c'est vraiment pas mal. Et je crois que vous avez des étrangers qui vous ont rejoint. On a un Italien qui nous a rejoint, un Dominicain, et on recherche aussi un lanceur américain. Et le club, cette année, vise? On vise la remontée en première division, donc le titre de deuxième division. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux recrutent cette saison. Florane. Et après le baseball, nous allons maintenant parler du ballon ovale. Le rugby club de plaisir coaché par Jean Miss jouera ce week-end à domicile pour prendre la tête du championnat. Oui, Florane, un match qu'il ne faudra absolument pas rater pour plaisir. Le PRC reçoit ce dimanche à 15h Maison Lafitte au stade Robert Barran. Un derby qui s'annonce électrique. Plaisir lutte pour prendre la première place du classement à Ris-Orangis. Et de son côté, Maison Lafitte lutte pour le maintien. Vous l'aurez compris, il devrait y avoir du spectacle. Rendez-vous samedi à 15h pour les soutenir. Le rendez-vous est noté. On termine cette
cette chronique par du handball. C'est peut-être le match qu'il ne faudra pas manquer pour le Chesnay. Promu cette saison en National 2, les hommes coachés par Yanis Norbert sont dans le dur. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 matchs disputés cette saison. Conséquence, les Chénaisiens pointent à la dernière place du classement. Le match de ce dimanche s'annonce donc également compliqué pour les Yvelinois. Ils affrontent Saint-Nazaire, 6e du classement. Les supporters devront faire beaucoup de bruit dans les tribunes pour les pousser à se transcender. Voilà, vous connaissez tous les rendez-vous sportifs du week-end dans le département. Florane. Merci Mickaël, effectivement il va y avoir du sport ce week-end. On vous retrouve dans quelques minutes pour votre talk Si on parlait sport. Voilà, je brûle d'impatience, dites-moi voilà, quelques petites exclusivités, de quoi va-t-on parler? Nous allons parler de golf avec la Ryder Cup 2018, une compétition qui se déroulera à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais nous parlerons également de handball, de l'équipe du Chesnay handball, qui du coup est dernière du classement. Alors c'est à 19h30, le programme a l'air excitant, je vais le regarder. Merci à vous. La semaine prochaine, on vous retrouve également pour la chronique. Et demain, 7-8 week-end, vous êtes sur tous les fronts. Sur tous les fronts, voilà. Je vais parler cinéma avec Bernard Pinet, mais je vais également parler musique. Il y aura tout. Il y aura plein d'invités. Eh bien, nous ne manquons pas de regarder. Merci Mickaël, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants. Donc à 19h30, Si on parlait sport, le talk show présenté par Mickaël Elmidero, entouré de ses chroniqueurs. Demain, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Je vous souhaite donc une bonne soirée et un excellent week-end.